Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous disons bravo à la Côte d'Ivoire. Disons bravo à la Côte d'Ivoire qui est tombée les armes à la main lors de cette compétition de la CAN 2022 au Cameroun. Nous leur disons bravo. C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Mais notre plan de résistance sera constitué par l'actualité géopolitique et les analyses et les décryptages que nous allons faire à la suite des coups d'État qui se multiplient déjà, qui font déjà des effets sur le plan sous-régional en Afrique de l'Ouest et dont certains sont en préparation. Donc si vous voulez comprendre le pouls de l'actualité de la CAN 2022 et surtout l'état des coups d'État en Afrique de l'Ouest ces jours-ci, installez-vous confortablement, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout mettez-nous des pouces, même si c'est les pouces contraires, n'hésitez pas à les mettre, mettez-nous des pouces, nous en avons besoin pour nous ajuster. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue mesdames, messieurs dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la CAN 2022 au Cameroun et avec un focus sur la Côte d'Ivoire, un pays qui nous est frère et qui nous est cher. Et nous allons parler ensuite des coups d'État, l'état des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Donc pour la CAN 2022, nous sommes passés déjà à la seconde et bientôt à la troisième phase de cette compétition. Mais jusqu'à présent, les éliminations directes se font avec beaucoup de tiraillements. C'est-à-dire les équipes qui ont réussi sans trop convaincre et celles qui ont perdu, perdent sans avoir démérité. Et dans cette CAN, il y a une révélation comme dans les précédentes. La précédente CAN, on disait Alpha Barea pour dire bravo à l'équipe de Madagascar, qui était la vraie révélation. Et dans cette Coupe d'Afrique des Nations, la vraie révélation, c'est les Comores. Donc, nous disons bravo aux Comores, qui a su tenir tête au pays organisateur, ce qui n'est pas souvent le cas. Même dans des conditions vraiment déplorables, ils se sont battus et face aux injustices dont tout le monde est d'accord qu'il y avait eu injustice. Même les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun en sont débités face à cette injustice. Voilà, ça fait partie du jeu, entre guillemets, du jeu et des enjeux de cette compétition. Mais cette compétition, en tant que Camerounais, en tant qu'Africains subsahariens, nous a fait beaucoup rire et nous a fait aussi beaucoup pleurer. Et c'est la Côte d'Ivoire qui nous a fait beaucoup rire. Déjà en éliminant l'Algérie qui a fait beaucoup de bruit autour de cette compétition avant sa rencontre la Côte d'Ivoire et qui finalement s'est fait éliminer par la Côte d'Ivoire. L'Algérie a été éliminée par la Côte d'Ivoire après avoir tenu des conférences de presse en en pour finir autour de cette compétition. Donc nous disons bravo à la Côte d'Ivoire qui nous a fait rire et qui nous a fait chanter de joie en éliminant l'Algérie et qui a livré un jeu tel qu'on attend souvent des Africains subsahariens en général, c'est-à-dire un jeu libre, un jeu d'amusement face à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le jeu des Africains qu'on connaît. Un jeu inspiré, où on a vu vraiment les talents se déployer, pas les techniques, les talents se déployer. Et nous allons revenir sur ces termes parce que c'est important qu'on fasse une différence entre la technique et le talent. Parce que les journalistes de RFI, qu'on pourrait peut-être appeler les journaleux de RFI ou de France 24 qui nous parlent souvent du talent, qui défendant l'Algérie, nous ont parlé souvent que la technique n'a pas pu se déployer à cause du mauvais état du terrain ou des conditions physiques ou climatiques. Nous disons, quand vous avez du talent, ça se moque de conditions physiques. Et les Brésiliens ont du talent. Et peu importe les conditions qu'ils jouent, sur un terrain plat ou sur un terrain boulonné, sur le sable ou sur la terre ferme, sur le gazon synthétique ou sur n'importe quelle condition, le talent se déploie sans tenir compte des conditions techniques ou physiques. Donc il faut qu'on le dise très bien. Et les Africains subsahariens, pour la plupart, ont du talent dans la matière. Ils n'ont pas la technique. La technique se développe, mais le talent ne se développe pas. Il est inné, il n'est pas acquis comme la technique. Quand vous acquérez la technique, elle peut également disparaître. Et généralement, avec l'âge, généralement, ça disparaît. Et même la non-application ou le non-outillment, ça tend à disparaître. Mais
le talent ne disparaît pas, il demeure. Et on pousse souvent nos joueurs à abandonner le terrain parce que, disons-ils, ils sont vieux, mais ils gardent encore le talent. Donc la Côte d'Ivoire a montré face à l'Algérie le talent. Il n'était pas question de montrer la technique, c'est de montrer le talent. Mais les Algériens qui ont développé plus la technique ont été plus de cours et pris ça comme des critiques. Donc il est important qu'on le dise, le Cameroun également joue sur la base des talents, pas sur la base des techniques. Donc, bravo à la Côte d'Ivoire, mais face à l'Égypte, il y a eu un défaut qu'il faut bien le signaler. Le match était trop tactique. Et on a vu les deux équipes jouer presque de la même façon. Donc, c'est un match trop tactique, un match trop technique. Et où se déplaçaient tout le bloc se déplaçait d'un sens comme dans l'autre. Ce qui n'était pas le cas face à l'Algérie, où on a senti que les joueurs jouaient de façon décontractée, de façon libre, et ils avaient des inspirations qui leur étaient propres. Mais on a imposé donc un schéma de match qui ne rencontrait pas le talent des Ivoiriens. Et ça, c'est un défaut de coaching pour les pays qui continuent à croire aux sorciers blancs. Malheureusement, le Cameroun et la Côte d'Ivoire continuent à croire des sorciers blancs et ont désormais, et continuent toujours à avoir des sorciers blancs dans les deux équipes. Et face généralement à des matchs trop tactiques comme celui-là, il faudrait le talent pour essayer de débloquer le match et libérer. La Côte d'Ivoire pouvait peut-être engager dans la seconde phase le fait qu'elle n'a plus rien à perdre et se lancer dans la bataille et attaquer à outrance. Même s'il pouvait encaisser, mais il fallait y arriver. Parce que d'après notre analyse, notre décryptage des matchs de la Côte d'Ivoire a rarement remporté les matchs sur penalty. Elle a toujours perdu ses matchs contre le penalty, même avec le temps de Didier Drogba et des grands autres joueurs. Les penalty ne leur sont pas favorables. Donc, c'est le talent. Parce que le penalty, c'est une question parfois de technique, mais aussi également question du talent. Les Ivoiriens doivent s'arranger désormais à gagner le match ou à le perdre le match dans le temps réglementaire. Les tirs de penalty ne leur sont pas favorables. Pas qu'ils ont de mauvais tireurs, mais comme il y a aussi le coup de la chance et qu'il y a le trait du talent qui est inné, cela ne leur est pas favorable. Donc nous souhaitons que les Ivoiriens déjà prennent leur destin en main en trouvant un coach ivoirien. Et ils ont eu un seul coach qu'on connaît depuis lors, Yeo Martial, à qui nous disons bravo, qui leur a permis de remporter une Coupe d'Afrique des Nations. Et il faudrait qu'ils retrouvent donc un entraîneur de la maison, qu'ils retrouvent un entraîneur ivoirien, un entraîneur africain, pour essayer de leur permettre de déployer leur talent à leur guise, ne pas nous garder dans des schémas tactiques qui nous poussent parfois toujours à garder des matchs un peu insipides, comme ce match qu'on a vu contre l'Égypte. Et de ce point de vue, l'Égypte a pris le dessus lors des tirs au but. Donc, merci à la Côte d'Ivoire qui nous a fait rire face à l'Algérie, nous disons, et qui nous a fait maintenant pleurer. Et maintenant, les Africains, les Camerounais particulièrement, ont eu à supporter l'Égypte, disant qu'il y a eu un divorce. Non, il n'y aura jamais de divorce entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Jamais. C'est un pays frère qui nous est cher. Et tous ceux qui en parlent aujourd'hui doivent remonter le cours de l'histoire pour comprendre que ces deux pays ont bâti des relations sur un plan historique. Depuis les années 70, ces pays sont en contact. Donc tous ceux qui parlent aujourd'hui d'un divorce entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun ne se comprennent pas toujours, ils ne connaissent même pas quand ce mariage a commencé. Nous allons faire une vidéo là-dessus et nous avons déjà commencé la vidéo pour parler des relations entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, à quand cela remonte au temps de Fouad-Bani et comment cela se poursuit, comment cela se déploie aujourd'hui sur le terrain. Donc, bravo à la Côte d'Ivoire, nous restons un, nous vous supportons, moi je vous supporte. Donc, il n'est pas question de parler du divorce, c'est ceux qui n'ont rien compris. On se taquine, mais on reste frères. Et Makosso également le sait. On se taquine, mais on reste toujours des frères. On reste unis dans le combat. Nous allons revenir dans une vidéo là-dessus. Donc ça, c'était pour le plan sportif. Maintenant, sur le plan géopolitique, la Côte d'Ivoire également est au centre de l'actualité géopolitique, mais c'est l'état des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Le Mali est au centre de l'actualité depuis peu, parce qu'on a parlé, Macron qui a commencé par dire double coup d'État qui a eu lieu au Mali. Et depuis, le Mali est en train de prendre son destin en main. Et il y a un mot qu'il faut retenir ici, la souveraineté. Et j'ai été très flatté lors du coup d'État au Burkina Faso de comprendre les autorités parler de la souveraineté du pays, lutter pour la souveraineté du pays. Oui, ça c'est un mot que les Français n'aimeraient pas entendre parler.
Mais pourvu qu'on passe maintenant à l'application et qu'on parle de souveraineté, parce que le Mali est en train d'acquérir sa souveraineté au fil du temps. Et la principale décision qu'ils ont prise ces derniers temps à propos de leur souveraineté, c'est de renvoyer les troupes danoises. Oui, le Premier ministre Choguel Maga, à qui nous disons bravo, a bien dit, nous ne voudrons plus, qu'ils ne veulent plus sur le territoire malien des gens qui viennent combattre par procuration. Oui, qui a invité les troupes danoises sur le terrain? Ce n'est pas le gouvernement. Et on leur demande donc de plier bagage. Ils ne sont pas encore partis au moment où je fais la vidéo, mais ils sont en train de faire la résistance, mais ils partiront, mais ils ne pourront non plus se déployer. Et le Premier ministre est bien ferme là-dessus. Le gouvernement officiel du Mali ne vous a pas invité, donc on demande aux troupes danoises de plier bagage. Et comme nous vous avons dit, les troupes danoises, pourquoi ils viennent? Ils viennent parce qu'ils ont été invités par la France. La France n'est pas le gouvernement, n'a pas de gouvernement au Mali. Donc la France qui continue toujours à se battre pour dire à l'Union européenne comment est-ce qu'elle peut apporter l'énergie à l'Europe, l'énergie verte, l'énergie solaire aux États-Unis, à l'Union européenne, veut faire venir tous les peuples de l'Union européenne pour justifier sa guerre au Mali. Voilà les raisons de sa venue là-bas, dans le Sahel. C'est de pouvoir chasser les populations des zones et construire des panneaux solaires pour l'énergie éolienne. Et c'est dans ce cadre que le Danemark, très sensible aux questions vertes, à l'énergie, est prêt à venir combattre dans la zone du Sahel pour cette raison-là. Parce qu'ils sont très avancés sur le plan de l'énergie verte, mais en installant des éoliennes, la quantité d'énergie qu'ils vont consommer va carrément empêcher la navigation sur leur territoire en installant les éoliennes dans les mers, dans la mer du Nord. Donc, nous disons bravo au gouvernement du Mali qui est en train de défendre, de conquérir sa souveraineté et de parler à des États. Nous ne voulons plus de certains États qui viennent ici combattre par procuration et sous le couvert de la France. Et là, les Français ne disent plus rien. Donc, nous attendons que les Français réagissent. Mais déjà, nous disons bravo au peuple burkinabé, un pays voisin qui a commencé à dire et dont le peuple réclame la révolution au Burkina Faso sur le modèle malien. Donc, nous attendons que le nouveau gouvernement à Burkina Faso envoie une délégation à Bamako pour s'inspirer de fond en comble sur le modèle malien qui est en train de se reproduire. Donc, nous disons bravo au peuple burkinabé qui s'est réveillé et nous attendons qu'il pose des actions aussi fortes que celles qui ont été posées au Mali, et ils ont cette possibilité de le faire, renvoyer toutes les troupes de leur territoire et prendre leur destin en main, défendre leur souveraineté. En commençant par les Français, s'ils peuvent commencer plus tôt par les Français, ce serait une très bonne chose. Donc, les coups d'État sont en train de suivre le cheminement du récent parcours des convois militaires français qui est entré en Côte d'Ivoire et qui a traversé le Mali et puis le Burkina Faso pour s'arriver au Niger. Et cela nous donne donc le point sur le coup d'État en préparation au Niger. Oui, le Niger est en préparation de coup d'État et d'ici la fin de la semaine, il y a une très grande mobilisation de la population pour contester la présence française et l'inoffense du gouvernement. On a entendu des coups de feu cette semaine autour du palais, dans la capitale Niamey. De quoi est-ce qu'il en est question? Nous allons voir la suite d'ici peu. Est-ce que c'était une très bonne réaction ou pas? Certains médias se sont annoncés que le président n'était pas déjà en place et qu'il est déjà commencé à entrer en négociation, chercher le soutien pour défendre son régime. Donc nous disons, mais là, quand le peuple se réveille, il n'y a rien à faire. Cela va arriver à son terme. Donc, bravo au peuple nigérien qui se réveille et nous attendons qu'il passe à des actions fortes avec le soutien de l'armée qui trouve des gens pour qu'on procède également par une révolution, comme on procède par une révolution comme dans les autres pays. C'est-à-dire que le peuple prenne le destin en main pour la souveraineté, pour défendre la souveraineté du Niger. Donc nous allons conquérir, les Africains doivent conquérir leur souveraineté pays par pays afin de les unifier et globalement. Mais le plus gros cas, ce serait toujours le cas de la Côte d'Ivoire. Donc nous préparons tout cela en lorgnant le jour où les Ivoiriens vont également lancer une mobilisation globale, comme on l'a fait au Burkina Faso et comme on le fait actuellement au Niger et comme on l'a fait précédemment au Mali. Le coup d'État qui s'est passé en Guinée était une situation exceptionnelle. La démarche n'était pas la même. Mais pour le moment, les démarches semblent suivre les mêmes. Est-ce qu'on pourra casser ce rythme? Nous souhaitons que ce rythme soit encore de plus en plus soutenu en préparant le cas de la Côte d'Ivoire. Si vous avez donc suivi cette vidéo dans laquelle nous avons fait le point sur la CAN en disant bravo à la Côte d'Ivoire, qui est tombée les armes à la main,
Nous avons également dit bravo au peuple burkinabé qui a pu renverser le gouvernement qui n'apportait pas les solutions à leurs problèmes. Et nous disons bravo au peuple nigérien qui est en train de se réveiller en attendant le prochain pays qui va se mettre sur la liste. Donc nous venons de faire l'état des coups d'État en Afrique cette semaine et nous reviendrons dans une prochaine vidéo pour vous donner des points exacts sur les éléments dont nous sommes en possession et les analyses futures. Merci et je vous souhaite de passer une excellente journée, un excellent week-end, un bon week-end et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout mettez-nous beaucoup de pouces. À tantôt.